Uzbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu. Aujourd'hui, une édition spéciale de votre podcast qui explore le futur. Édition spéciale puisque ça y est, roulement de tambour, le nouveau numéro du magazine Uzbek Erika vient de sortir. Et comme ça n'arrive qu'une seule fois tous les 3 mois, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce week-end, courir jusqu'à votre kiosque préféré ou dans le relais de la gare la plus proche de chez vous pour découvrir ce qu'on vous a concocté ce trimestre. Pour vous donner envie d'y aller, on va un peu spoiler aujourd'hui, pas trop non plus, on va plutôt teaser que spoiler en vous présentant donc notre dossier central de ce nouveau numéro consacré à ceux qu'on nomme parfois pudiquement nos aînés ou les seniors, à savoir les vieux. 2050, place aux vieux, point d'exclamation, c'est le titre qu'on a choisi de mettre en couverture au-dessus d'une illustration qui nous montre une ribambelle de vieux qui n'ont pas l'air si vieux que ça, avec une mamie enceinte qui caresse son ventre, une grand-mère qui fait des haltères et aussi un faux vieux à casquette en train de se transfuser du sang de jeunes. Alors pourquoi les vieux ? Pourquoi parler des vieux qui est quand même a priori le sujet le moins sexy du monde ? D'abord parce que c'est une vieille obsession pour Uzbek Erika. On en avait parlé dans notre tout premier numéro du magazine il y a fort longtemps, en juin 2010. On parlait d'immortalité et on parlait évidemment de vieillissement dans ce numéro. On avait aussi lancé quelques mois plus tard une collection de livres avec nos amis des éditions 10-18. Ça s'appelait « Le monde expliqué aux vieux ». Et c'est des petits ouvrages de rattrapage sur des sujets comme Facebook ou comme Lady Gaga, avec comme baseline, on est tous le vieux de quelqu'un. Donc on a toujours beaucoup parlé des vieux. On en a aussi parlé à longueur d'articles ces derniers mois. On avait fait notamment une utopie sur la fin de vie connectée. Bref, il était temps de s'attaquer à ça un peu plus frontalement. Aussi parce que l'actualité littéraire et intellectuelle sur la question des vieux est assez riche. Il y a eu l'essai très médiatisé du philosophe Pascal Bruckner, Une brève éternité, dans lequel il dénonce le jeunisme et prône le droit à changer d'âge. On a aussi L'erreur de Faust, un livre intéressant coécrit par 3 économistes, dont Jean-Hervé Lorenzi, qui nous parle de la société du vieillissement qui nous attend là, demain et pas après-demain. Donc tout ça, on l'a lu, on l'a digéré et ça nous a donné plein d'idées de sujets. Aussi parce que les chiffres sont là et sont, on va dire, préoccupants, on va être gentil. On va avoir 2,1 milliards d'humains qui auront plus de 60 ans en 2050. Alors 2,1 milliards, a priori, c'est pas énorme parce qu'on nous dit, ouais, on sera 9 milliards, sauf qu'il y aura 2 milliards seulement de 10-24 ans. Donc plus de très vieux que de très jeunes. Autre chiffre un peu waouh, 270 000, c'est l'estimation du nombre de centenaires en France en 2070. Donc là, on est très loin dans le futur, ok, mais 270 000 centenaires par rapport à 21 000 centenaires en 2016. Donc on peut parler d'explosion du nombre de centenaires à venir. Et puis un dernier chiffre un peu waouh, c'est 4 millions, et c'est le nombre de Français de plus de 60 ans qui ne seront plus autonomes en 2050. Donc qui seront dépendants, avec plus de 60% de gens pas autonomes par rapport au niveau de 2015. C'est un sujet qui est au cœur de l'actu et du débat sur la réforme des retraites aussi. On va en parler, mais de manière hyper sexy, vous allez voir. Et toutes ces questions-là, on les a abordées dans ce dossier qui est chapitré avec plein de questions. Donc, faut-il se résoudre à remettre les vieux au travail ? Faut-il limiter l'influence politique des seniors ? Faut-il arrêter de parler d'anti-âge, ce terme qu'on voit à la une de tous les magazines, presse féminine, mais aussi masculine ? Et puis, est-ce qu'on aura encore une vie sexuelle après 70, 80, 90 ans, si on est, voire 100, si on est tous centenaires ? Bref, comment éviter le spectre du péril vieux. Voilà ce qu'on a exploré dans ce nouveau numéro avec évidemment la rédaction d'Uzbek Erika et quelques pigistes de choix qui ne sont pas autour de la table mais que je salue. Je vais d'abord saluer la rédaction d'Uzbek Erika. Je vais commencer par Lila Megrawa. Salut Lila. Salut Blaise. Salut.
Annabelle Laurent, salut Annabelle. Salut. Vincent Louquez, salut Vincent. Salut Blaizou. Et Romane Munier, évidemment, à la fois derrière la console, derrière le micro, dans les pages d'Uzbek Erika. On va pas commencer avec toi, Romane, on va commencer avec Lila. Tu écris le premier article de ce dossier consacré au corps et au vieillissement, parce qu'il fallait un petit peu faire le bilan, les perspectives en matière de lutte contre le vieillissement. Alors, tu parles de plusieurs expériences. Laquelle est la plus marquante ? Qu'est-ce qui t'a, si tu devais pitcher ton sujet comme ça au débeauté ? Alors d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui, la recherche, et tous les chercheurs que j'ai eus sur le sujet me l'ont répété 1000 fois, la recherche scientifique travaille aujourd'hui d'abord à améliorer la longévité, à savoir à faire en sorte que chacun ait une vieillesse saine et soit pas condamné à la sénilité avec un cerveau plus tout à fait opérationnel ou pire atteint des maladies telles que Alzheimer et Parkinson. Donc en gros, comme dirait Philippe Amouyel, qui est directeur de la Fondation Alzheimer, il s'agirait d'abord de dépasser les 70 ans avec une énergie de jeune premier plutôt que d'atteindre les 105 ans dans un état totalement grabataire. Alors, une des solutions qui m'a tout particulièrement marquée et qui est parmi les plus avancées, il s'agit des sénolytiques. Alors, les sénolytiques, c'est plus ou moins des antibiotiques pour la vieillesse. On dit comme ça paraît magique, mais c'est un petit peu plus compliqué. Parmi les phénomènes biologiques responsables du vieillissement, faut parler de ce qu'on appelle les cellules sénescentes. Et oui, la fameuse sénescence. Des cellules. L'inverse de la naissance, finalement. Pardon. Alors, on estime que chaque cellule, en général, est programmée pour se diviser dans sa vie jusqu'à environ 50 fois. Elles sont opérationnelles sous cette condition. En prenant de l'âge, donc les cellules arrêtent de se multiplier. Elles sont éliminées une fois vieilles, logiquement, par l'organisme. Donc a priori, on se dit le corps est bien fait. Sauf que ce nettoyage, qu'on appelle l'apoptose, ne fonctionne plus aussi bien avec le temps. Des cellules restent, il s'agit des cellules sénescentes, et en fait ces petites cellules reloues finissent par créer des inflammations chroniques qui peuvent provoquer les fameuses maladies du vieillissement cardiovasculaires, infectieuses et neurodégénératives, à savoir Alzheimer et Parkinson. Si on revient aux sénolytiques, les sénolytiques, ce qu'ils vont faire, ils vont agir comme des antibiotiques, je le disais, contre ces cellules sénescentes en les nettoyant. Sur les souris, les chercheurs ont constaté une espérance de vie qui serait accrue grâce aux sénolytiques de 35%. Ce qui est pas mal. Ce qui est génial. Ce qui est waouh. Ça nous fait un petit 30 ans de plus avant de peut-être que demain... Mieux vieillir plutôt que plus vieillir. Au petit-déj, on pourrait prendre des œufs, du pain, un jus d'orange et un petit séno. Séno du matin. Une petite gélule bleue, une petite gélule verte de séno. Ça pourrait être pas mal. Bon, super. Les sénolytiques et plein d'autres choses aussi. Tu nous parles de GPS dans le cerveau. Tu nous parles aussi des zones bleues où vivent un nombre record de centenaires, notamment en Sardaigne et au Japon. Tout ça, c'est à retrouver dans ce premier article. Et donc, si on vit plus longtemps, il va falloir s'occuper aussi et peut-être retravailler. On pose cette question dans un autre article que tu as écrit, Vincent, sur le « Faut-il remettre les vieux au travail ?» C'est le titre un peu chauffe, un peu provoque qu'on a laissé. On est en pleine réforme des retraites et toi, donc, tu as regardé tout l'inverse, plutôt les autres scénarios. Et tu en as identifié 3, je crois. L'idée, c'était de se dire qu'en fait, c'était pas très sexy de toujours constater que l'homme vieillissait et qu'on reculait l'âge de la retraite au fur et à mesure, qu'il y avait peut-être des idées un petit peu plus enthousiasmantes à mettre en place. Donc effectivement, 3 scénarios qu'on a retenus pour cet article. Pour les lister rapidement, le premier, l'idée, c'était d'abolir la distinction entre travail et retraite, c'est de dire que finalement, les deux conditions de retraité et de travailleur allaient peut-être se mêler avec le temps. Pourquoi ? Il y a deux grandes raisons. La première, c'est que cette oisiveté aujourd'hui
qu'on a quand on arrive à l'âge de la retraite est très nocive. Elle est liée, plein d'études montrent que cette oisiveté est liée à ce que tu décris d'ailleurs, Lila, c'est-à-dire que la dégénérescence cognitive et beaucoup de maladies sont liées à cette oisiveté. Ce que Pascal Bruckner, que tu citais en intro, décrit avec des termes incroyables. Il parle de la fabrique du vieillissement qu'elle est censée soulager. La retraite fabrique le vieillissement qu'elle est censée soulager. Et il parle du cauchemar du désœuvrement obligatoire. Donc c'est pas une vision de la retraite très positive. Et donc voilà, d'autres études montrent qu'en fait, comparativement, deux populations du même âge, certaines qui sont retraitées, d'autres qui sont encore au travail à 65 ans, ceux qui sont encore au travail sont en meilleure forme. Donc tout ça montre que on pourrait aller vers ce que d'autres chercheurs, j'avais trouvé une étude récente là, de la chaire française Transition démographique et transition économique, qui parle d'activité socialisée, le concept d'activité socialisée qui corrèle empiriquement au bien-être des seniors, c'est-à-dire que développer, avoir des programmes nationaux publics pour développer l'éducation et la formation des seniors et les permettre de garder une sociabilité et un rôle actif dans la société permet de moins avoir cette dégradation des conditions de vie et donc de conserver une forme de participation à l'activité économique. Donc d'un côté, on a cette espèce de programme, de gens qui poussent à un programme national public qui permettent de garder les seniors en activité. Et de l'autre, il y a un autre type d'argument qui est de dire que finalement, déjà, les seniors sont aujourd'hui indispensables à l'activité économique, puisque les seniors sont les premiers bénévoles. La France est un pays plein de bénévoles du monde associatif. Et le monde bénévole, c'est 1 à 2% du PIB, ce qui est quand même pas négligeable. Et il y a même d'autres économistes, alors j'avais noté Nicolas Moreau et Elena Stancanelli, 2 économistes qui ont publié une tribune dans Le Monde là en juillet, qui eux parlaient carrément de 8% du PIB, et là on ne parle pas des bénévoles, on parle juste des retraités. L'ensemble des retraités générerait 8% du PIB via les services et le travail domestique, donc ça peut être garder les petits-enfants, travail informel, participer à toute cette activité économique finalement invisible et qui est totalement indispensable. Donc ça fait réfléchir à finalement ce rôle des retraités et finalement ce que me dit un des économistes que j'ai interviewé dans mon article, Michael Zemmour, qui dit que finalement la retraite c'est une forme non salariée de travail et que finalement la retraite qu'on touche tous les mois c'est en fait légitime puisque c'est une forme de finalement un genre de revenu universel, on le touche pour participer à cette activité économique et que donc voilà ce que Claude Barthelone aussi dont on parle peu, qui est un peu disparu du paysage politique français. On le salue d'ailleurs. C'est important de le saluer et de remettre son nom au goût du jour. Il a peut-être plus de temps pour nous écouter maintenant qu'il a quitté le perchoir. Peut-être qu'il a besoin d'activités socialisées aujourd'hui un petit peu aussi. Alors, en tout cas, en 2015, il publiait un rapport où il avait cette idée que j'ai reprise en l'extrapolant un petit peu. Il proposait de faire cotiser les bénévoles, que le bénévolat ouvre un droit à la retraite. Et je trouvais l'idée intéressante puisque si finalement le bénévolat ouvre des trimestres de retraite, mais que les bénévoles sont eux-mêmes des retraités, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Et donc on aurait cette idée que travailler en tant que retraité serait déjà légitime pour gagner du temps de retraite. Autrement dit, on pourrait commencer la retraite avant l'âge officiellement légal de retraite. C'est un peu ce genre d'idée que j'ai travaillé pour montrer que voilà, la frontière 60 ans, 62 ans, 55 ans entre retraite et travail pouvait être totalement bouleversifiée, pour reprendre le mot des inconnus, pour dire que finalement l'activité économique est à la fois soutenue par les salariés et par les retraités et que donc finalement les deux statuts pouvaient totalement se compléter, se mélanger. Il y a 2 autres scénarios que tu explores peut-être en 2 mots, un qui est plus libertarien, on va dire plus libéral-libertarien, et puis un autre qui est plus décroissantiste. C'est ça, le deuxième, je reprends en fait l'idée de Gaspard Koenig, l'essayiste libéral qui lui prône l'installation d'un compte-temps universel, et l'idée serait d'avoir en fait une retraite à la carte où chacun cumulerait des points en travaillant, mais pourrait prendre sans âge légal sa retraite quand il veut. Donc on pourrait prendre 5 ans de retraite entre 30 et 35 ans pour faire des enfants par exemple, et puis à l'inverse travailler entre 75 et 85 si on a envie à cet âge-là de travailler. Donc avoir vraiment un système à la carte et de façon très libérale et très décomplexée. Il assume complètement que c'est une vision individualiste au bon sens du terme, dit-il, de la société, où il faut se détacher, dit-il, de cette solidarité infantilisante entre les générations et que chacun travaille pour soi et que c'est très bien. On dirait du Gaspard Koenig dans le texte. Et finalement, pourquoi pas si on est libéral et si on n'est pas pauvre, parce que c'est un système, on le détaille un petit peu dans l'article. C'est l'effet pervers. Il faut avoir les moyens, quoi. C'est toujours très agréable quand on a les moyens, parce que si on est pauvre et qu'on ne cumule pas beaucoup de points, on se retrouve à ne pouvoir prendre ses points retraite
qu'à la fin du parcours. Un petit peu au même que le système actuel. Donc ça, c'est une version qui peut séduire, mais voilà, la version libérale. Et le troisième scénario, c'est un peu l'inverse, c'est l'idée de dire que finalement, plutôt que de toujours avoir cette dynamique vieillissement de la population, donc allongement du temps de travail pour compenser, on pourrait utiliser l'autre levier qu'on n'emploie jamais, c'est-à-dire plutôt que d'allonger la durée de travail, on pourrait augmenter le niveau de cotisation. Ouais. Donc finalement, tout en restant retraité à 60 ans, il suffirait pour d'autres économistes d'augmenter de 0,2 points par exemple pendant 30 ans le taux de cotisation, et ça suffirait à allonger largement de quoi financer la retraite. Ce qui pose la question derrière du sempiternel débat entre partage entre capital et travail de la richesse créée, puisque des économistes disent qu'en fait la perte de revenus pour la retraite, ça vient aussi de là, c'est que la part du travail dans la valeur ajoutée n'a cessé de diminuer depuis les années 70 et que donc on pourrait remettre ça, repartager ce temps de travail comme il faut, cette valeur ajoutée comme il faut pour trouver de l'argent pour la retraite. Et après, je développe dans l'article en disant que il y a toute la question aussi de la productivité qui augmente et que le sens de l'histoire, c'est de diminuer le temps de travail au fur et à mesure que la productivité augmente. Pour résumer ce que me disait un économiste, c'est en 2 siècles, la productivité du travail a été multipliée par 30 et le temps de travail divisé par 2. Donc, ces deux dynamiques sont vraiment concomitantes. La productivité va encore augmenter. Si on ne baisse pas le temps de travail, finalement, c'est plus on va saturer. Ce que disait Keynes déjà dans les années 30, il estimait lui qu'en 2030, on aurait une semaine de 15 heures de travail. Donc plutôt qu'une semaine de 15 heures, on se dit pourquoi pas garder une semaine de 30 heures, mais la retraite à 50 ans, pour caricaturer un peu le propos. Il y a du Keynes, il y a du Marx, il y a du Pascal Bruckner dans ce papier de Vincent, il y a du Gaspard Koenig, il y a plein de choses à découvrir. Il est incroyablement pédagogique malgré des aspects techniques. Donc, un mélange de YOLO et de technique. Voilà, c'est la technique YOLO, la YOLO-tech. Un autre point essentiel d'une société du vieillissement, c'est évidemment la question politique, la question des conséquences politiques et électorales du vieillissement de la population. Romane, toi, tu as travaillé sur le sujet, en t'intéressant d'abord au cas du Danemark, où il y a une forte participation politique à l'échelle locale, et puis en allant voir des spécialistes. Et on a posé la question un peu provoque dans le dossier, faut-il interdire aux vieux de voter, partant du préjugés ou du stéréotype qui ne votaient pas dans l'intérêt des générations futures. Et en fait, on ressort de ton papier, de tes interviews, plutôt en étant agréablement surpris, c'est ça ? C'est ça. En fait, et c'est ce que raconte Bernard Ennuyé, donc, qui est un docteur en sociologie que j'ai rencontré, c'est que l'électorat âgé est même devenu une barrière contre le Rassemblement national. C'est plutôt chez les 25-35 ans qu'on a eu une percée monumentale de ce parti-là. Et il assure qu'en plus, en 2017, s'il n'y avait pas eu les plus de 55 ans, on aurait eu un second tour qui opposerait donc Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Ce qui n'est pas du tout arrivé grâce à ces vieux. Et en tout cas, c'est aussi ce que soutient le sociologue et qui est auteur Serge Guérin. On a en fait affaire à des plus de 70 ans qui cohabitent donc avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, avec parfois même leurs arrière-petits-enfants, et qui n'ont en fait plus du tout la même perspective de vie que les anciens vieux, on va dire. Ils ont presque 30 ans à vivre après leur retraite, et du coup, ils se projettent très différemment des générations précédentes. Et justement, quand on parle d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants, c'est aussi ce qui motive les mamies et les papis en Autriche et en Allemagne qui vont défiler, manifester contre l'extrême droite. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est les Oma Gegenrecht. Omas Gegenrecht. Voilà, j'étais sûre que Lila allait me reprendre. Parce que sinon, ça veut dire contre l'Empire. Ah oui. Ce que tu viens de dire. C'était classe aussi. Moi, ce qui est un peu le cas aussi dans leur... Tu marches aussi. T'as la branche LV1 allemand là, qui a repris de voler. Alors, sous ton contrôle, Lila, la traduction, c'est les mamies contre l'extrême droite. Contre la droite. Ouais, contre la droite. J'ai eu la chance du coup de discuter avec une de ces mamies, une mamie autrichienne qui s'appelait Evelyn Haas-Lasnig. Parfait. Ça va. Et qui a rejoint le mouvement en 2018, notamment suite à la formation d'une coalition entre le Parti populaire conservateur et celui d'extrême droite, juste après les élections présidentielles en 2017 en Autriche.
Donc d'après elle, les vieux, ils ont massivement voté écolo, contrairement... moi, ça m'a surpris quand je lui ai dit qu'ici en France, on avait le sentiment que les vieux votaient à droite, voire à l'extrême droite, et elle m'a dit, mais pas du tout, moi je comprends pas cette question, chez nous, ils sont vraiment à 80%, voire plus écolo. Et ils ont voté massivement pour le Green Party en Autriche. Et pour elle, c'est aussi parce qu'ils pensent à leurs petits-enfants, à l'arrière-petits-enfants, et ils ont envie qu'en fait, ils vivent dans un environnement plus sain. Ouais, l'argument tient la route. Et Serge Guérin parle du péril vieux, cette expression que j'utilisais tout à l'heure. Il a horreur de cette expression. Voilà, il a horreur qu'on dresse ce mot de péril vieux. Et tu l'as interviewé aussi donc, sur les questions politiques, mais comme on a essayé de faire un dossier exhaustif, on est aussi allé sur le terrain de la société et des médias et de la mode et de la beauté avec le papier d'Annabelle qui s'est penché sur la question du jeunisme. Que déteste notre ami Pascal Bruckner donc, et bien d'autres gens, et plus précisément de ce qu'on appelle l'agisme. Et cette question, faut-il bannir le terme anti-âge ? Peut-être déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'agisme ? Oui, bien sûr. Pour définir l'agisme, je vous propose d'écouter le teaser d'une émission qui a été diffusée la semaine dernière sur une chaîne qui s'appelle M6. Nouveau sur M6. Oh, cette tête, mon Dieu. Je pense que j'ai pris un sacré coup de vieux là. J'ai envie de redevenir la femme que j'étais avant. Mais tu sais qu'il y a des solutions. Médecine esthétique. On y va ? Oh oui. Traitement dentaire. Ça fait plus jeune, c'est hallucinant. Coaching sportif et programme diététique. Elles vont vivre une expérience unique. Et avec ça, on va remonter le temps. Elle a gagné 22 ans. C'est notre femme. Objectif 10 ans de moins. Désormais, tout le monde peut rajeunir. Ce soir, à 21h05 sur M6. Alors là, je suis désolé. On a rigolé tout le long du son. On n'a pas pu se retenir. Donc voilà, je ne vais pas faire semblant qu'on a écouté sagement. Ouais, comment expliquer ça ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as du coup le secret à nous partager pour redevenir celle qu'on était ? Elle a gagné 22 ans. Non, mais c'est assez incroyable cette émission. Alors que je n'ai pas vu, mais je crois que le teaser me suffit. Mais c'est Christina Cordula qui propose à 3 femmes de suivre pendant 3 semaines un protocole de rajeunissement. Et vous l'avez entendu, médecine esthétique, comme si c'était complètement normal. La fameuse médecine esthétique. Donc c'est pas que du coaching sportif, alimentaire ou relooking, etc. Ouais. C'est vraiment un petit coup de botox, allez hop, on y va. Donc, fort heureusement, l'émission a eu de très faibles audiences et a été très mal reçue, en fait. Donc, preuve que finalement, ça passe... ça passe quand même pas très très bien. Apologie de la chirurgie esthétique, bon en arrière, etc. Les critiques ont été... ont plu. Au diapason du générique. Mais pour nous, ça tombait à pic, puisque on avait déjà bouclé le mag, mais c'est donc le parfait exemple d'une émission agiste. C'est quoi l'agisme ? Tu parlais tout à l'heure du jeunisme. Qu'est-ce que c'est pour vous l'agisme, Annabelle ? Alors, c'est un peu compliqué parce que le jeunisme, c'est à la fois utilisé pour décrire la discrimination envers les jeunes et le culte de la jeunesse. Zappons ce mot et retenons celui d'agisme. D'accord. Et l'agisme, ça qualifie toutes les formes de discrimination, ségrégation et mépris fondés sur l'âge. Donc ça, c'est une définition retenue par l'Observatoire de l'agisme. Et en fait, donc, ça veut dire que ça concerne autant les jeunes que les vieux, mais évidemment, nous, ce qui nous intéresse là, c'est donc les vieux. C'est un terme qui est américain, qui a été proposé en 1969 par un gérontologue qui s'appelle Robert Butler et qui est beaucoup plus utilisé là-bas en Amérique, puisque quand Madonna, qui est sans cesse attaquée sur son âge et sur tout ce qu'elle fait alors qu'elle a passé l'âge, par exemple poser seins nus dans un magazine ou autre, en fait, juste exister, mais on estime à chaque fois qu'elle a passé l'âge, mais elle va réagir en disant « je me retrouve à combattre l'agisme parce qu'on me punit d'avoir 60 ans ». Donc, elle utilise le terme. Pourquoi on a voulu parler de ce sujet ? Comme tu l'as expliqué, en 2050, les plus de 60 ans vont représenter 30% de la population, donc ce serait pas mal qu'on ait évolué sur ce sujet.
et qu'on ne cesse de voir le vieillissement comme forcément quelque chose à combattre. En France, donc, il y a un observatoire de l'agisme qui a été créé en 2008. Le président, c'est Jérôme Pellissier. Il raconte qu'à l'époque, à la création de l'observatoire, la discrimination n'était absolument pas un sujet, même pour Feu la Halde, qui est aujourd'hui qui a été absorbé par le défenseur des droits. Et aujourd'hui, ils reconnaissent que c'est une discrimination qui est très importante. On sait même que l'âge est l'une des 2 principaux motifs avec le sexe invoqués de discrimination liée au travail. D'accord. Donc il y a un énorme sujet d'agisme au travail, mais moi je me suis concentrée sur une petite question parce que le sujet est trop large, avec cette histoire de faut-il bannir le terme anti-âge, puisque c'est une proposition qui a été faite par le magazine Allure, qui est un magazine de beauté américain en 2017. Et ils ont dit arrêtons d'utiliser ce terme et arrêtons de soutenir via ce terme l'idée que le vieillissement est forcément une condition contre laquelle il faut lutter. Et puis 1 an plus tard, la Royal Society for Public Health, qui est une organisation publique de santé en Angleterre, a appelé les marques à faire de même, à suivre l'exemple d'Allure et à se concentrer sur les aspects positifs du vieillissement en disant être anti-âge, c'est aussi insensé qu'être anti-vie. Est-ce que le vieillissement, c'est la vie ? Bon, alors après, bon courage pour bannir ce terme de l'espace public puisqu'on le retrouve absolument partout. Il y a même un magazine qui s'appelle Anti-Âge et je vous invite à faire cette recherche sur Google parce que c'est vraiment splendide ce qui sort. Google, recherche image avec toutes les couvertures du magazine Anti-Âge. Mais pour ça, il va falloir s'opposer à l'industrie des cosmétiques qui pèse 25 milliards de chiffre d'affaires en France, qui représente 25% de part de marché mondial. Donc ça va pas être une mince affaire. Et évidemment, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais le sujet de l'agisme concerne en premier lieu les femmes. C'est Suzanne Sontag qui en 1972 parlait du 2 poids 2 mesures du vieillissement. Et elle explique qu'il y a 2 modèles masculins qui coexistent, le jeune homme et l'homme mûr, mais pour la femme, il y a un seul modèle féminin, c'est celui de la jeune femme. La femme mûre, ça n'existe pas. À aucun moment, c'est jugé positivement. Voilà, donc il y a beaucoup de réflexions qui sont en train d'émerger seulement. Aux États-Unis, elles existent dans le champ des sciences sociales depuis 20-30 ans. Et en France seulement, on commence à en parler, y compris donc, dans une perspective féministe avec des figures très importantes comme Benoît de Groux et Thérèse Claire qui ont parlé de leur vieillissement dans une perspective féministe. Mais les hommes ne sont pas épargnés. Il y a aussi une campagne de Décathlon récemment qui a hérissé les vieux hommes. Ouais. Donc voilà, le sujet concerne tout le monde. Et on parle de ce sujet-là évidemment dans nos pages. On parle aussi un peu de géopolitique. On est un peu sorti dans ce dossier du cas français. Là, tu parlais d'un sujet très anglo-saxon. On est aussi allé en Corée du Sud, où notre journaliste Pablo Maillet est allé à Séoul, dans un quartier où vivent beaucoup de vieux coréens. Et pourquoi la Corée dans ce dossier? Tout simplement parce que c'est un pays qui ne fait quasiment plus d'enfants. Le plus faible taux de fécondité des pays de l'OCDE, je crois que c'est 0,8 enfants par femme, qui vieillit donc à très grande vitesse, avec des vieux qui vivent en grande situation d'isolement et de précarité. Et donc comment un pays se prépare à devenir une société officiellement super âgée, c'est leur terme, et est-ce qu'on peut échapper à son destin de pays super âgé? C'est ce que Pablo a essayé d'explorer dans ce reportage à retrouver dans le dossier. 2 autres rendez-vous intéressants aussi dans ce dossier. Décidément, il y a beaucoup de choses dans ce dossier, j'ai l'impression. Mais oui. Gros dossier. Densité folle. Une interview de Neil Hannon, merveilleux musicien irlandais du non moins merveilleux groupe de pop symphonique The Divine Comedy. Neil Hannon, donc un artiste obsédé par la nostalgie et le passage du temps, qui en parle dans toutes ses chansons. Et là, il nous parle de plein de choses intéressantes, notamment de sa grand-mère et est-ce qu'il ressemble de plus en plus à sa grand-mère, question qui l'obsède, mais aussi de son fantasme de vivre à l'époque édouardienne, donc carrément en 1910 avant les guerres mondiales. Très très vieux là. Vous découvrirez pourquoi. Là, on est carrément dans la niche de la niche là.
Et puis, last but not least, aura-t-on, je le disais en introduction, aura-t-on encore une vie sexuelle digne de ce nom à 90 ans, voire une vie sexuelle tout court d'ailleurs, ça serait peut-être déjà pas mal. C'est pas sûr, c'est même pas sûr du tout. La gérontophilie étant vraiment, là aussi, une niche de la niche. Et est-ce qu'il faudra se résoudre à apporter tout un barda technologique pour se rajeunir virtuellement avant de passer à l'action ? Est-ce qu'on va réussir, avec une société qui vieillit, à inventer, parce qu'il n'y en a même pas, des imaginaires du désir masculin et féminin sur le corps âgé, ce qui est pas le cas aujourd'hui. Question ouverte, et la journaliste Maya Mazorette, qui connaît bien ces questions-là, a essayé d'y répondre pour nous. Voilà un peu le contenu de ce dossier. Et pour finir, je vais quand même un peu... j'ai bien teasé le dossier, là, vous nous avez bien vendu le fond, mais il n'y a pas que les vieux dans ce dossier, il y a aussi plein d'autres choses, plein d'autres sujets. On a été faire un reportage à la S, un centre d'art en Belgique, dans les Ardennes belges, qui accompagne les personnes handicapées mentales qui font de l'art brut. Un sacré endroit avec une sacrée dame qui pilote tout ça depuis 20 ans. On a une story, on a l'histoire de Charles Péguy, auteur culte en France, adulé par des intellos de droite à la Finkielkraut ou de gauche à la Plenel. Donc on vous explique pourquoi un type peut être adulé par des gens aussi différents. Peut-être parce que justement c'était un critique farouche du progrès et du scientisme et que sa parole résonne aujourd'hui beaucoup à l'époque des GAFA et de l'intelligence artificielle. On a été voir aussi la romancière Leonora Miano, dont le livre Rouge Impératrice est une uchronie qui met en scène une Afrique subsaharienne qui se divise sur le sort à réserver aux migrants venus de France. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est de l'histoire inversée, c'est de l'uchronie. C'est un gros pavé de la rentrée littéraire. Et donc on a pris le temps de discuter des questions d'immigration et d'identité avec Leonora Miano. Et puis d'autres choses, un article sur les représentations de l'intelligence artificielle. Mais pourquoi les visuels utilisés par les médias pour représenter l'IA sont-ils aussi moches et ringards ? On a essayé de percer ce grand mystère que tout bon journaliste digne de ce nom se pose, et même pas que les journalistes, j'espère. Et puis plein d'autres choses, une utopie sur la cohabitation entre le loup et l'homme. Est-ce qu'un jour on va vivre en parfaite harmonie avec nos amis ou nos ennemis les loups ? On a fait le tour un peu des raisons de croire que c'est possible. Voilà, et puis de la blockchain, de la Silicon Valley, plein d'autres choses encore. Tout ça dans un seul et même numéro, dans vos kiosques, dans vos relais de gare, en commande sur notre site aussi, si jamais vous n'avez pas de kiosque ou de relais de gare à proximité de chez vous. On peut donc s'abonner pour gagner du temps. Alors, c'est encore mieux. Alors là, bravo. Si vous vous abonnez pour 4 numéros par an à un prix dérisoire. Même pas, c'est quoi ? C'est 3 paquets de clopes, même pas 2. Allez, et meilleur pour la santé en plus. Et en plus, et meilleur pour le cerveau. Donc allez-y. Sénolytique. Voilà. Allez-y, foncez, cherchez votre sénolytique, votre dose trimestrielle de futur. Bonne lecture, bonne écoute, et on se retrouve dans un futur proche. Salut tout le monde.